Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine a calculé soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Quoi. Non mais maintenant on va parler anglais. Bonjour et merci d'être venu, malgré vos contraintes conjugales. Ça va être une présentation qui ne sera pas sur le Bitcoin, c'est pas une blague, c'est-à-dire, je sais que j'avais déjà fait une présentation sur la monnaie où j'avais très peu parlé de Bitcoin, mais à la fin il y avait quand même eu des passages sur Bitcoin. Là, il n'y aura vraiment pas de Bitcoin, donc bon, désolé pour vous. On va parler de l'économie et on va parler d'Adam Smith sur la théorie d'Adam Smith, de l'offre et la demande, et surtout voir qu'on dit beaucoup de choses sur Adam Smith, plus ou moins fausses. Adam Smith, pour ceux qui ne voient pas trop c'est quoi, c'est la fameuse main invisible. C'est le père du libéralisme et du capitalisme, et on dit que sa main invisible permet de dire en gros, faites n'importe quoi, tout va bien se passer. Et on va voir que c'est plus ou moins vrai, mais pas dans tous les cas, et que sa pensée a été beaucoup plus nuancée que ça. Et pour commencer, on va voir si Lausanne est vraiment la capitale communisme. Vous allez me dire qui est le communiste qui a dit ces phrases. Dans toute lutte, les maîtres sont en état de tenir plus ferme plus longtemps. À la longue, il se peut que le maître ait autant besoin de l'ouvrier que celui-ci a besoin du maître, mais le besoin du premier n'est pas si pressant. En conséquence, il est rare que les ouvriers tirent aucun fruit de ces tentatives de négociation. Je ne sais pas si vous avez des connaissances en communiste. Macron? C'est un peu plus ancien. Marx? On verra le résultat à la fin. Autre coco qui, lui, c'était plus sur les propriétaires. Et je vais fermer la porte peut-être. Les propriétaires, comme tous les autres hommes, aiment à recueillir où ils n'ont pas semé, et ils demandent une rente même pour le produit naturel de la terre. La rente de la terre, considérée comme le prix à payer par l'usage de la terre, est donc naturellement le prix du monopole. Le prix du monopole est à tous les moments le plus haut qu'il soit possible de retirer. Alors, pareil, selon vous, qui est le coco derrière cette citation? Pas très friendly avec les propriétaires, on va dire. Pas d'idée? Bon, on verra à la fin. Et enfin, qui est le génie capitaliste? Derrière cette citation, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'il apporte à leurs intérêts. Alors lui, c'est un petit conseil, c'est le nom de la présentation. C'est Adam Smith. Et en fait, c'est Adam Smith pour tous les autres. C'est-à-dire que ça, c'est Adam Smith aussi, et pas Adam Smith torché dans un bar. C'est Adam Smith dans La richesse des nations, c'est-à-dire dans le livre phare où il décrit la main invisible. Et ça aussi, c'est Adam Smith dans le même livre, La richesse des nations, où il décrit le capitalisme. Donc Adam Smith, on lui a collé une image de c'est un capitaliste qui fait tout et qui veut la main invisible et pas de régulation, rien. Mais quand on lit vraiment dans le texte qu'il a dit vraiment à cette époque-là, dans son livre phare, on trouve tout un tas de passages où en fait il n'était pas aussi capitaliste que ça. Et en fait, ce qu'a vraiment dit Adam Smith de très important, c'est ça. C'est ça. Ça, pour lui, c'est une loi universelle. Ça, pour lui, c'est pas bien ou mal, c'est la société, elle est comme ça. Et on comprend tout de suite cette chose dans son contexte historique. C'est-à-dire que Newton a démarré, on va dire, la recherche des lois universelles. Il a trouvé la loi qui met tous les corps en mouvement, c'est la loi de la gravité. Et ensuite, des scientifiques se sont mis à vouloir chercher toutes les lois universelles qu'il y a dans la nature. Alors, on a trouvé, par exemple, la thermodynamique avec Carnot. On a aussi trouvé, Maxwell, on va dire, a synthétisé, mais on a trouvé l'électromagnétisme, qui est la loi universelle des électrons, des aimants et tout ça. Mais il faut voir que les lois universelles ne sont pas forcément mathématiques. Par exemple, une des plus grandes lois universelles qu'on a trouvées, c'est Darwin, l'évolution des espèces. Vous pouvez aller le lire, il n'y a pas de formule mathématique dedans. Et en fait, ce qu'on a un peu oublié, c'est que Adam Smith, il fait partie de ces personnes-là. Adam Smith, il n'est ni socialiste ni capitaliste, il est comportementaliste. C'était un courant de pensée de cette époque qui voulait chercher dans l'économie la loi universelle qui permet les échanges entre humains. Donc exactement comme Newton a voulu chercher la loi universelle qui met le monde en mouvement avec la gravité, et il l'a trouvé, c'est la gravité, Adam Smith a voulu chercher qu'est-ce qui mettait les humains en mouvement, qu'est-ce qui faisait l'économie, et il l'a trouvé, c'est la loi où les gens suivent leur intérêt. C'est-à-dire qu'on est tous mis par nos intérêts personnels, et on fait des choix en fonction de nos intérêts personnels propres. C'est ni bon
ni mauvais. C'est comme la gravité, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'éviter d'aller dans le vide sidéral, la gravité. Mais c'est aussi, si on ne prend pas en compte la gravité, on construit par exemple n'importe quoi, des ponts, des bâtiments, et on s'effondre et on meurt avec. Donc la gravité est parfois ce qui nous permet d'éviter de mourir, mais parfois, si on ne prend pas en compte la gravité et qu'on fait n'importe quoi, on va mourir de la gravité, justement. Alors, moi, une de mes hypothèses de pourquoi Adam Smith ne fait pas partie de ce panthéon de chercheurs et on préfère dire que c'était une opinion, alors que non, pour lui, il n'avait pas une opinion spécifique. Il cherchait une loi universelle. C'est comme si on disait que vraiment Newton avait une opinion quand on parle de gravité. Non, il cherche une loi universelle et il l'a trouvée. Eh ben, Freud a appelé Newton, Darwin et lui-même les 3 blessures narcissiques de la science. 1, on n'est plus au centre de l'univers, avec Newton. 2, c'est pas Dieu qui nous a créés, c'est un lamentable processus d'essai-erreur. Et 3, on n'est même pas vraiment libre de nos actes et parfaitement raisonné. Eh bien, on va dire, c'est ma contribution. Je considère qu'il y en a une 4e, moi, blessure narcissique qu'a décrit Freud, c'est Adam Smith. On aimerait que le monde soit un monde dirigé par l'amour de son prochain et l'altruisme. Et en fait, Adam Smith a trouvé que non, c'est un monde dirigé par les intérêts personnels de chacun. Ça fait mal à notre ego, on aurait préféré autrement, mais c'est un peu une loi universelle. Alors, donc Adam Smith en soi, lui, s'arrête ici. C'est-à-dire son bouquin, il n'y a pas de formule dedans, du moins pas trop. Et c'est après où cette pensée, on va dire, cette théorie de base qui est les hommes suivent leur intérêt personnel, a été développée par des formules mathématiques, par des graphiques ou autres. Et donc, par exemple, ici, voilà un graphique assez célèbre, c'est la fameuse offre, le graphique de l'offre et la demande. Adam Smith avait déjà écrit l'offre et la demande, mais d'un point de vue littéraire. Il avait dit, si l'offre augmente, eh ben, le prix va fluctuer, pareil si la demande baisse. Bon. Mais pour vraiment avoir des graphiques, des formules et compagnie, c'est venu bien après. Donc ici, vous avez par exemple ce qui a été écrit dans Adam Smith sans avoir été mis sous forme de graphique, encore moins de formules, c'est ici. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a tendance à dire que évidemment, quand la quantité augmente, le prix descend, mais là, cette courbe, ce qu'elle montre, c'est l'intérêt personnel de l'usine, de l'offre. Ben, l'intérêt personnel de l'usine, si jamais si jamais votre chaussure elle coûte 5 €, l'usine n'a pas envie de la produire, donc très peu de quantité va sortir. Si votre chaussure coûte 1500 €, bah, l'usine va vouloir en produire des tonnes. Donc l'usine, elle, ce qu'elle veut, c'est si jamais on lui propose un prix énorme, elle va se mettre à produire énorme aussi, pour se faire le plus d'argent possible. Et c'est inversement avec la demande, où nous, consommateurs, on souhaite payer le moins possible. Donc si on trouve des chaussures à 10 €, il va y avoir une énorme quantité. Par contre, si on a des chaussures où le prix c'est 1500, il ne va pas avoir beaucoup de demandes sur ces chaussures. Et le but de l'économie, c'est que donc chacun est guidé par ses intérêts, qui se schématisent un peu par ce graphique, et on va avoir une sorte d'équipe dynamique où tantôt des consommateurs vont arrêter de consommer, tantôt des usines vont se mettre à produire plus ou moins, et à la fin, en fait, il va y avoir une sorte d'équilibre sur un point entre une quantité et un prix défini. Ce que dit Adam Smith, c'est que ça, c'est... Alors, encore une fois, lui, il a dit, nous sommes tous guidés par nos intérêts personnels, et ça marche plutôt bien, c'est pour ça qu'il faut arrêter de passer par l'État, ça marche plutôt bien naturellement si les intérêts, on va dire, les intérêts de tout le monde convergent vers une sorte d'optimum de la majorité, mais à condition. Et c'est un peu ça qu'on oublie dans les débats. C'est que quand Adam Smith dit ça marche à condition. À condition que les prix sont publics. Oui, comment est-ce que vous voulez démarrer une usine ou prendre un choix raisonné s'il n'y a pas de prix public? Donc pour qu'à un moment ça soit juste et que le système soit le plus efficient, il faut des prix publics, premièrement. Une demande élastique. Une demande élastique, ça signifie qu'en fait la courbe elle n'est pas verticale, c'est-à-dire que si le prix augmente, eh ben, on peut réduire la quantité qu'on achète. On n'est pas bloqué. C'est-à-dire on peut se dire, bah, la chaussure, tant pis, j'en ai déjà une, je n'achète pas cette chaussure trop chère. Ou je réduis la consommation d'une chose, une demande élastique. Et enfin, c'est pareil, une offre élastique, c'est-à-dire une concurrence. C'est-à-dire que bah, si à un moment donné, le prix devient trop élevé, il y a des personnes qui vont arriver pour pouvoir faire concurrence et essayer d'éviter les monopoles et d'éviter que le prix, que l'offre, c'est t'achètes ce prix-là, t'achètes pour ce prix-là et il n'y a pas d'autre possibilité. Et que personne essaye d'aller grappiller 1 € de moins ou 1 € de plus, quoi. Ensuite, alors ça c'est donc, alors c'est la présentation, et d'abord on montre à quel point c'est bien, et après on va aller chercher les fois où ça ne marche pas, où est-ce qu'il faut faire attention avec l'offre et la demande d'Adam Smith. Les fois où justement Adam Smith il dit clairement, ici c'est un peu les citations qu'on a vues au début, où il dit là il faut faire attention. Donc c'est un système qui marche très bien, par exemple pour l'auto-organisation.
Et ça, c'était une vidéo de Friedman qui montrait que, par exemple, derrière un simple crayon en bois, il faut aller chercher de l'amine. Alors, de l'amine, sachez que c'est un mélange de graphite et de polymère chauffé à 1200 degrés. Il faut aller chercher du bois. Donc, pareil, réussir à gérer une forêt et patati patata. De l'acier, qui est du fer enrichi au charbon, qu'on met tout ça qu'on chauffe aussi à plusieurs milliers de degrés, et qui a été une découverte en 1865, donc pour réussir à faire de l'acier, on va dire, industriel. Et de la gomme, c'est du caoutchouc. On va rajouter du soufre, ça s'appelle vulcaniser le caoutchouc, et ça a été pareil découvert en 1865. Donc derrière un simple crayon, ce que montrait Friedman, il y a déjà tellement d'organisation qu'aucun être humain ne peut le faire à partir de rien. C'est-à-dire que c'est déjà un tel niveau d'organisation derrière un simple crayon papier qu'il vous faut déjà plusieurs ressources naturelles, plusieurs outils, plusieurs savoir-faire, à tel point qu'en fait, on ne peut pas trouver, on va dire, un bureaucrate qui est capable, à lui tout seul, tu lui donnes des hommes et de l'argent, de faire un crayon. C'est déjà trop compliqué. Hein. Et tout ce beau monde, c'est ce que disait Friedman, s'articule autour du prix. C'est-à-dire que des personnes vont dire, moi, je peux te faire un caoutchouc pour ce prix-là. Des personnes vont dire, bah, moi, le caoutchouc, je vulcanise pour ce prix-là. Moi, une mine, je peux t'en faire pour ce prix-là. Et à la fin, quelqu'un arrive et dit, bah, en fait, moi, tous les éléments, je n'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne. On m'a donné des prix. Et avec ces prix, bah, je peux réussir à faire un crayon et dire que je vais le vendre à tel prix et les consommateurs vont l'acheter. Donc, le simple fait d'avoir des prix publics et d'avoir cette offre et de demande qui se stabilise avec une concurrence pour essayer de faire baisser les coûts, permet une sorte d'auto-organisation. Alors ça, c'est pas Friedman qui l'a dit parce qu'il n'a pas connu. Les autos peut-être, mais pas à ce point-là. C'est mes exemples personnels où il y a 2 produits actuellement qui, pour moi, montrent à quel point on va dire, le capitalisme, avec un marché où on laisse faire des prix publics, est capable d'une auto-organisation incroyable, c'est les voitures et le téléphone. C'est d'un niveau de complexité, ces outils, enfin ces objets, et une voiture, ça coûte seulement 10 000 francs. Un téléphone, vous en avez maintenant pour 200 francs aussi, alors qu'un téléphone, ça a littéralement peut-être tous les aimants de la Terre dans sa poche. C'est une véritable petite mine qu'on a dans la poche avec des milliers, je pense, d'années de recherche et développement cumulés, un savoir-faire incroyable qui tient dans votre poche pour 200 francs. Et il n'y a pas eu de grands bureaucrates à la planification du téléphone. Il n'aurait pas réussi, c'est tellement compliqué. Alors ça, ceux qui suivent Codable, j'en avais fait un épisode là-dessus, c'est aussi pour montrer que ça drive l'innovation. C'est-à-dire que, comme pour le téléphone, la voiture n'a pas été planifiée. La voiture, ça vient du prix de l'huile de baleine qui a explosé, parce qu'il n'y avait plus de baleines, on en a trop tué. Donc, un certain Drake s'est mis à forer le premier puits de pétrole aux États-Unis en 1859. Le pétrole existait déjà depuis longtemps. C'était en gros de l'huile qui transpirait un peu des roches. Donc, pour avoir du pétrole, il fallait mettre un drap sur la roche, attendre longtemps, essorer le drap, et vous avez quelques millilitres de pétrole qui servaient à faire des remèdes, hein, grosso modo. C'était les Pfizer de l'époque. Et donc, Drake, il fore le pétrole, et avec son seul forage, il a doublé la production mondiale en une seule journée. Et le fait de se dire, en fait, il y a du pétrole sous pression sous la roche, j'ai juste à faire un trou et ça jaillit. Alors, il n'a pas eu cette idée d'abord, il a d'abord galéré, mais quand il a eu cette idée, ça a jailli et ça a doublé la production de pétrole en une seule journée. Et donc, un peu au même moment, il y a eu Lenoir qui, lui, a conçu le premier moteur à explosion. Ensuite, je fais court, mais il y a eu d'autres ingénieurs comme Laroche en France et Otto en Allemagne. Mais à la fin, il y a Daimler qui s'est dit, tiens, il y a quelqu'un qui a inventé un moteur au gaz, sauf que le gaz, c'est pas pratique. Il y a une énergie qui a été découverte qui est ultra abondante et pas chère et qu'on pourrait remplacer par le gaz. Et ben, je vais faire un moteur à pétrole qui va permettre après de faire des autos. Donc l'auto, c'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens, on a besoin d'un moteur et on a besoin de pétrole. C'est d'abord on a eu une pénurie sur l'huile de baleine qui a poussé des personnes à trouver des palliatifs. À la base, l'huile de baleine, c'était juste pour éclairer des phares et des lumières. Donc il a juste trouvé un palliatif à cette pénurie d'huile de baleine. C'est tellement pas cher qu'en fait on a un peu fait des variantes d'un moteur qui existait déjà pour utiliser cette énergie pas chère et ça a donné à la fin la voiture. Donc ça, c'est pour le conte de fées. Le conte de fées, c'est ce qu'on a actuellement, on ne manque de rien, on a tout à des très bons prix, et sans qu'il y ait de grands commissaires au blé, de grands commissaires à l'automobile, de grands commissaires au téléphone. Cette capacité qu'a... en fait, Adam Smith l'avait trouvé que cette fameuse loi qui est ni bonne ni mauvaise, dans beaucoup de cas, elle est plutôt bonne, on laisse faire, c'est vrai, et ça va bien. Maintenant, place un peu au cas limite, où il faut surveiller cette loi universelle parce qu'elle peut faire des choses qui peuvent nous être défavorables. Et qu'est-ce qui se passe si la demande n'est pas élastique? Typiquement pour les produits du quotidien. Par exemple, ok, imaginons que votre abonnement de ski commence à coûter très cher. À un moment donné, vous allez dire, bah, je ne vais plus au ski. Voilà.
C'était la courbe qu'on avait ici, ça pouvait aller à quantité zéro. Quand ça coûtait vraiment très très cher, à la fin on disait « je me passe du ski ». Mais quand c'est de l'eau, du blé, des aliments nécessaires pour qu'on vive, eh bien, il y a un côté il y a une quantité limitée, minimum, où même si ça coûte très cher, en fait, on va tout faire pour s'en acquérir. Donc, il existe des fois où la demande n'est pas si élastique que ça. Évidemment que ça coûte pas cher ou moins cher, on va plus ou moins prendre de l'eau, du pain et compagnie, enfin, on va plus ou moins s'adapter, mais il y a quand même des produits avec une limite infranchissable, sinon on meurt. Ce qui se passe, c'est que si on est dans un marché concurrentiel, il n'y a aucun problème. C'est ce qui arrive actuellement. C'est-à-dire, on a tous besoin d'eau et de farine et de machin pour vivre, et pourtant, l'eau et la farine, c'est ce qui coûte le moins cher. Alors que c'est le plus vital. C'est juste qu'il y a une concurrence qui fait qu'il y aura toujours des gens pour essayer de proposer moins cher, et donc on a aujourd'hui l'eau et la farine quasiment à prix coûtant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'offre aussi devient limitée? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en gros si quelqu'un, alors pour X ou Y raison, mais il se passe un cas où, sur des produits de base, l'offre n'est plus aussi élastique, et en fait, on ne peut pas produire autant qu'on veut, ni vendre autant qu'on veut. D'accord? Le gaz, voilà, exactement. Et bien là, en fait, c'est ce que vous pouvez voir un peu schématiquement sur ce graphique, c'est que on peut aller très très haut dans les prix. Et c'est là, en fait, encore une fois, la loi d'Adam Smith qui dit que chacun suit ses intérêts personnels peut créer ce genre de situation. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est comment ne pas être dans ce genre de situation, notamment avec une offre élastique, une demande élastique. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a deux manières de voir la chose. Soit on ne l'a pas prévu, ça arrive, typiquement les masques, durant le Covid. Les masques, d'un coup d'un seul, la demande en masques a été multipliée peut-être par 10. Donc, ça va créer une tension énorme. Il y a parfois de la charité, mais pas toujours dans ce monde. Et les tendances sont difficiles à prévoir. Donc, des fois, c'est comme ça augmente d'un coup. On ne peut rien y faire. Pénurie, prix qui s'envolent, contrôle des prix, ou non. Ou en fait, non, pas du tout. Ça a été prouvé depuis longtemps que le contrôle des prix, ça accélère le problème plutôt qu'autre chose. Il vaut mieux laisser le marché s'acclimater. Là, j'ai mis deux images parce que, alors, les contrôles des prix, il y a un très bon article sur Contrepoint qui montrait depuis 4000 ans, avec même les premiers exemples sumériens des premières cités. Autant aller direct sur des exemples très récents, deux qui sont passés en France, un sur le beurre, l'autre sur le logement. Le beurre, c'est tout simplement dans le secteur privé, c'est-à-dire que les supermarchés français, tous les ans, ils mettent un prix sur les choses. Ils voient, là, aussi bien Lactalis, le petit producteur, il les voit, il dit le prix de beurre, ça sera ça avec moi pendant toute l'année, pas un autre. Le prix du beurre est fixé, et cette année-là, le prix du beurre va augmenter ailleurs. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus de beurre dans les rayons français. Parce que les producteurs de beurre préféraient vendre aux Suisses, par exemple, en Allemagne, enfin partout sauf en France, quoi. Et il a fallu un peu que quand les supermarchés ont dit non, non, c'est pas grave, ça va passer, ça passait pas du tout, ça passait pas du tout. Il y avait littéralement, c'était impressionnant, c'est-à-dire, on avait des supermarchés remplis, sauf le beurre. Oui, là, il y avait juste une barquette qui traînait, quoi. Donc à un moment donné, ils ont dû retourner à la table des négociations pour dire ok, on veut bien acheter le beurre plus cher. Mais juste parce que voilà, les supermarchés avaient dit le prix du beurre c'est tant, et la plupart des années ça posait pas de problème. Cette année, pourquoi il y a eu une sorte de demande ou de perte, enfin, il y a eu moins d'offres ou je ne sais pas quoi, mais une légère tension sur le beurre, et aussitôt les prix étaient plus chers ailleurs, on n'a plus de beurre en France. L'autre exemple, c'est ce qui est actuellement en France avec le logement. Il y a une pénurie de logements en France, c'est-à-dire beaucoup de gens ne trouvent pas à se loger en France, alors qu'il y a assez d'appartements. C'est juste que l'État, depuis maintenant des années, fait tout pour que vous ne donniez pas envie de louer votre appartement. Entre les locataires qui ne payent pas, entre les impôts, les machins et trucs. Et le dernier coup de semence, ça a carrément été les DPE, où là, l'État a dit, si ton appart consomme trop d'énergie, tu ne peux plus le louer. Donc là, c'est carrément l'État qui dit, c'est même pas que je te décourage en disant, tu vas perdre de l'argent tellement je vais te mettre de taxes et tellement tu ne vas pas avoir de loyer. C'est carrément, tu ne peux plus le louer. Et donc là, dans les villes, en plus, là où il y a des fortes tensions, c'est souvent là où il y a des immeubles anciens, donc pas forcément les plus énergétiques. À Paris, à Lyon et autres, il y a des pénuries de logements, alors qu'on a suffisamment de logements. C'est purement, la pénurie de logements en France, elle est purement bureaucratique. Il y a assez de logements pour tout le monde. C'est l'État qui a mis suffisamment de lois pour bloquer l'offre disponible. Et enfin, l'autre partie de ça, c'est le monopole. Et c'est là où on va regarder plus en détail. C'est là, en fait, où il y a le vrai problème. C'est quand ce n'est pas un truc passager c'est-à-dire la concurrence est bien là, tout est bien en règle, juste que des fois, il y a des moments difficiles. C'est quand vraiment quelqu'un arrive à avoir toute l'offre et à limiter l'offre. Donc les personnes suivent leur intérêt. Je rappelle que cette loi est universelle. De quoi?
Comme le diamant, oui, c'est vrai. Ouais, le diamant n'est pas censé être aussi cher, c'est juste contrôlé par une famille belge qui a toutes les mines. Ils utilisent l'État pour s'accorder le précaré, voire même c'est l'État direct. Et dans ce cas-là, il faut casser le monopole. C'est-à-dire, cette loi s'applique à chaque fois, comme quand on suit nos intérêts. Donc là, la courbe que vous avez vue s'applique à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est de ne pas être dans un cas qui va nous être défavorable, et c'est s'assurer qu'en fait, on a un marché sain et de la concurrence. Donc, je vous ai là mis plusieurs exemples de monopole. Le plus connu, et le plus, en fait, pas dire extraordinaire, c'est le monopole de Rockefeller. C'est actuellement le seul monopole qui a été obtenu uniquement par capitaliste. On va voir les autres. C'est celui qui est le plus connu, c'est celui où à chaque fois on dit regardez comment le capitalisme est mauvais. Moi, c'est le seul que j'ai où c'est vraiment un mec uniquement par le capitaliste qui a réussi à avoir le monopole. Il a commencé avec les raffineries. Il a acheté toutes les raffineries des États-Unis. Il a pu faire pression en disant à tout le monde bah, je vous rachète votre pétrole du puits suffisamment pour ne pas être rentable. Il a mis toutes les puits des États-Unis en faillite. Il a racheté les puits. Le transport, il n'est pas y allé parce que bah, on faisait des très bons tarifs. Et ensuite, il a, pareil, il a vendu son pétrole tellement cher aux stations-service qu'ils ont fait faillite. Il a racheté toutes les stations-service des États-Unis. Donc Rockefeller, à un moment donné, il avait tout le pétrole, du puits jusqu'à la pompe, de toutes les États-Unis. Et ça, uniquement par le capitalisme. Donc là, je suis là en mode bravo à lui. Mais bon, voilà, il faut le casser parce que c'est pas bon pour le capitalisme lui-même. Mais bravo à lui, c'est quelqu'un qui a obtenu un monopole total uniquement par la force des affaires, on va dire. Et ensuite, j'ai toute une ribambelle d'exemples de monopoles qui, eux, ne sont pas à la force des affaires. Voici par exemple l'évolution d'une licence de taxi en France. Alors, je suis allé voir sur le site des annonces. Ça a l'air d'être... Là, on voit bien le passage de Uber, ici. Là. Mais il se trouve que quand je suis allé revoir un peu les tarifs ici, vous voyez que par exemple, c'était une vraie annonce, hein, il y en avait plein. Donc pour les Yvelines, qui est une banlieue parisienne, donc pas Paris, hein, juste 12 communes dans les Yvelines, pour être taxi dans cette zone géographique, soit il faut attendre 18 ans, soit il faut payer la licence à ce type à 200 000 euros. Donc, si on récapitule le gentil communiste, c'est pour faire taxi, il faut avoir 200 000 euros, donc ils te font payer le prix d'Harvard pour être taxi dans les Yvelines. Hein. C'est quand même chaud. C'est-à-dire, vous avez le choix entre payer Harvard ou être taxi dans les Yvelines ou attendre 18 ans. Ensuite, le coût pour le client, c'était totalement déterminé. Cela dépend des embouteillages. Donc, même quand vous arrivez dans le taxi, il y a même, le compteur a déjà démarré. Donc, vous rentrez dans le taxi, vous en avez déjà pour 10 balles si vous venez de loin. Et ensuite, bah, en fonction du temps que vous passez dedans, vous avez le compteur qui tourne et ainsi de suite. Quoi. Satisfaction client, 10%. Voilà ce qu'est le monopole. Tout simplement parce que le taxi, c'est limité. Ils font exprès de limiter le nombre de gens qui font taxi pour en fait que la licence coûte très cher au rachat. Et c'est un monopole purement orchestré par l'État avec la complicité de la CGT pour avoir un nombre très limité de taxis et pour qu'ils se fassent de l'argent. Et à côté, vous avez le vilain capitaliste, Uber, qui tout simplement a dit bah, ceux qui veulent font taxi, 0 €, une appli, un téléphone et c'est parti. Les prix sont fixés à l'avance et vous avez 90% de satisfaction d'après les stores. Quoi. Donc là, vous avez la différence entre un monopole et plus un monopole. Dans un cas, ils se font plaisir, et dans l'autre cas, en fait, bah, chacun doit faire de son mieux. Quoi. Un autre exemple de monopole, ça c'est alors toujours pareil, désolé, je suis français, mais je pense que vous connaisserez bien ce type de truc-là aussi en Suisse. C'est ce qu'on appelle une oligarchie. Orange, et donc l'État, les amis de l'État et un autre ami de l'État s'étaient mis d'accord pour bloquer les prix. Ils se sont mis d'accord, ils se sont pris une amende en 2005, après 30 ans à bloquer les prix, pour 500 millions d'euros d'amende. Autrement dit, une broutille, vu les prix qu'ils ont pratiqués et comment ils se sont mis bien. Et là, ce que vous avez, en gros, c'est les prix des abonnements. Et comme vous voyez, il y a un concurrent qui a débarqué, Free, par ici, et résultat, le prix a été divisé par 2 des abonnements en France. C'est-à-dire que depuis alors qu'avant, il était tout le temps constant, avant, c'était à peu près du même gabarit que la Suisse, hein, au niveau des abonnements. Et Free est arrivé en disant, moi, l'oligarchie, j'en veux pas, je fais les prix que je veux et ça va être beaucoup moins cher que tout le monde. Et ben, juste un seul concurrent qui rentre dans l'arène d'une oligarchie, ça a fait chuter les prix de moitié. Ils ont été obligés de s'aligner, les concurrents, sur Free. Donc là, pareil, vous avez d'un côté le monopole, ou le quasi-monopole, on va dire l'oligopole, fait par les États et les copains de l'État, et quelqu'un débarque, juste un concurrent suffit, et ça casse toute l'oligarchie, et les prix ont été divisés par 2 en quelques années après le passage de Free. Le monopole des pharmacies, pas des entreprises, les pharmacies, vraiment les officines. En France, les pharmacies ont le monopole des médicaments, okay, des objets, pansements et articles conformes à la pharmacopée, insecticides aussi. Bon, pourquoi ils s'octroient ça? Plantes médicinales, huiles essentielles, aliments lactés, aliments de régime pour nourrissons, dispositifs de diagnostic in vitro.
Et ils ont aussi le monopole du préservatif, du test de grossesse, du masque et de l'autotest, ou plus ou moins, ils l'avaient. Parce que Leclerc, alors pareil, Leclerc, il n'est pas altruiste, hein. Il s'est dit, c'est un marché, je le veux dans mon magasin. Et les pharmaciens en France sont toujours les premiers à aller chercher le monopole. Toujours, toujours, toujours. Donc oui, ils ont tenté d'avoir le monopole du masque. C'est-à-dire, à un moment, il n'y avait pas de masque. Puis quand les masques sont revenus en France, ils sont allés voir les disants en disant, ça c'est quand même bien que les Français ne peuvent acheter leurs masques que dans les pharmacies. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont aussi eu le monopole des tests, puisqu'en France, on a eu les autotests au moment d'Omicron. Donc à un moment donné, pour savoir si on avait le Covid, il fallait à tout prix aller dans une pharmacie. Donc ils se sont gavés avec des tests obligatoires, c'était les seuls qui pouvaient tester le Covid en France. Et malgré le fait qu'ils sont gavés, ils ont quand même réussi à obtenir le monopole sur les autotests. Alors je ne sais plus si c'est encore le cas, mais donc les pharmacies en France, ils ont un lobby incroyable, ils arrivent à avoir des monopoles. Avant Leclerc, c'était dans les années, c'était pas longtemps, c'était il y a moins de peut-être 10 ou 20 ans, pas plus, ils avaient par exemple le monopole des préservatifs. Donc les lobbies en France, il est bien là sur les pharmacies, et à chaque fois, ils tentent à chaque fois de passer par l'État pour dire est-ce que tu peux rajouter dans le texte de loi que les pharmacies, c'est les seuls à distribuer des trucs qui sont un peu éloignés, on va dire, d'un médicament par ordonnance, quoi. Et là, vous voyez, encore une fois, il n'y a pas d'altruisme, c'est Leclerc qui, lui, il veut de l'argent, et à chaque fois, il a dit, bah ça c'est extrêmement rentable, pourquoi il n'y a que les pharmacies qui le font? Et il est cherché, et il a aussi avoir gain de cause sur quelques points, quoi. Enfin, là, vous avez 3 entreprises pareilles qui font du monopole. Ça, c'est une technique très simple. C'est des entreprises qui ont tous prospéré sur l'absence de régulation. Ils ont tous été très contents. Et une fois qu'ils ont atteint le numéro 1, ils vont voir l'État en disant « ça serait bien qu'on régule ». Donc Facebook aimerait bien maintenant que tous les réseaux sociaux ont un département pour vérifier le contenu, histoire qu'ils ont carrément demandé ça au Congrès américain et tout ça. Pour être sûr que si tu lances ta startup de réseaux sociaux, bah, tu dois déjà payer 15 gars à vérifier le contenu. Binance, qui pourtant était quand même pas foufou des régulations, maintenant c'est lui qui va de l'avant en France pour être PSAM et compagnie, parce qu'il a bien compris qu'il pouvait fermer le marché des plateformes d'échange en faisant ça. Et mon préféré, c'est ChatGPT, qui lui a carrément, une fois qu'il a lancé ChatGPT 3, que les gens ont applaudi, tout le monde était content, il a voulu faire un moratoire. Il a demandé au gouvernement américain de faire un moratoire pour interdire tout développement d'IA pendant 6 mois, 1 an. Donc là, c'est vraiment je veux plus de concurrents. Donc lui, il a fait son truc. Une fois qu'il a fait son truc, il a dit ça serait bien maintenant pour l'humanité qu'on arrête tout développement d'IA pendant 6 mois. Enfin, c'était assez incroyable. Et donc oui, en fait, il y a ce côté-là de si jamais vous êtes un businessman, c'est plus facile d'aller corrompre l'État et d'avoir un monopole que de galérer avec la concurrence. C'est beaucoup plus facile d'aller corrompre, de dire oh l'État, ça serait bien qu'en fait je sois tout seul. Vous allez vous faire beaucoup plus d'argent que si vraiment vous investissez dans de la R&D et compagnie. Donc le monopole, c'est quelque chose. Alors là, j'ai parlé du monopole privé, on va dire, avec copinage de l'État. Évidemment que la plupart des monopoles dans ce monde, c'est l'État direct. Donc je vous ai mis ici quelques charmantes personnes totalitaires qui, bon voilà, donc, mais c'est des trucs, on pense évidemment au pétrole, on pense évidemment par exemple à d'autres choses, mais vous savez, par exemple, en Chine, c'est le tabac. Le gouvernement chinois a le monopole de la fabrication et de la vente de tabac. En Russie, ils ont le monopole de la vodka. Il n'y a que le gouvernement qui a le droit de vendre de la vodka en Russie, quoi. Donc, ouais. Ah ça rapporte. Ça rapporte. Donc, c'est un peu, ils sont pas juste là en disant je vous promets de faire monopole sur vos besoins vitaux pour que tout se passe pour le mieux. Non, ils regardent ce qui rapporte de l'argent et ils disent c'est à moi, c'est pour l'État, ça part dans mes poches, quoi. Et qu'est-ce qui est mieux que des monopoles d'État? Il y a des attendez. Ah, ça sera la phase d'après. Donc, juste pour vous montrer aussi un peu, toujours pareil, on peut croire que je vous parle d'un ancien monde. Là, j'ai écrit « L'État est attiré par le monopole comme un ivrogne par sa bouteille ». Voici un texte de loi qui est passé en France en 1936. À partir de la promulgation de la présente loi et pendant une durée de 2 ans, il ne pourra être ouvert de nouvelles usines, fabriques ou ateliers de chaussures. Oui, ou parties de chaussures, ou tout genre et en toute matière. Bon, je vous lis après, vous pouvez lire ensuite. Ils ont, à un moment donné, dit « Vous n'avez plus le droit de fabriquer plus de chaussures que maintenant ». C'était une loi qui est de 1936, alors parmi tout un tas de toiles stupides, hein, évidemment. Mais donc, à un moment donné, l'État avait dit « Vous ne pouvez plus vendre de chaussures en France, ou pas davantage ». Alors, on peut se dire que c'est stupide, que ça n'arrivera jamais. Mais je rappelle, durant le Covid, l'État français a séparé les objets essentiels des objets non essentiels. Et les chaussures n'étaient plus des objets essentiels, donc on ne pouvait plus vendre de chaussures aussi en 2020. Donc, à un moment donné, durant le Covid, il y avait des bureaucrates, ils ont dû prendre des réunions tout entières pour trier les trucs qui sont essentiels de pas essentiels.
Donc la nourriture, oui, les chaussures, non, les jouets pour enfants, non. Donc les magasins étaient fermés, et ceux comme Leclerc ou autres qui font de tout, eh ben, ils avaient bâché les rayons. Donc vous êtes dans votre magasin, et vous avez le droit d'aller prendre votre jambon, mais le rayon chaussures à côté, lui, il était condamné. Donc cette idée de croire que c'est du passé, tout ça, non, non, en 2020, l'État est toujours très très chaud pour dire qu'est-ce qui sera vendu ou non dans les magasins, quoi, à la chaussure près, comme en 1936. Et donc qu'est-ce qui est mieux qu'un monopole d'État? C'est un monopole fait par des États. Et l'OPEP, c'est ça. L'OPEP, c'est une organisation. Donc l'OPEP, c'est pour les organisations des pays exportateurs de pétrole. Donc c'est le Moyen-Orient plus le Venezuela, et il y a l'OPEP plus avec la Russie. Donc maintenant, en gros, l'OPEP, c'est tout le monde sauf Canada et États-Unis, grosso modo. Et donc l'OPEP a qu'un seul but, c'est que plus jamais de notre vie, on paye un baril de pétrole à moins de 10 $, quoi. C'est son seul but dans la vie. C'est ce qu'on faisait avant quand on allait chez eux prendre le pétrole nous-mêmes. Et bon, ils nous ont chassés et ils ont créé l'OPEP pour dire ça suffit, vous avez besoin du pétrole, on le sait. Donc c'est vraiment le côté de la demande où on ne peut pas compresser. Et ben on va faire en sorte que, au lieu de se tirer dans les pattes à savoir qui va faire concurrence et payer et produire le pétrole le moins cher, on va se mettre d'accord entre nous en disant, c'est un prorata en fonction des réserves de chacun, en disant l'Arabie Saoudite va devoir produire tant et pas plus, le Venezuela va produire tant et pas plus, on va se mettre d'accord pour réguler l'offre de pétrole afin que le baril de pétrole soit suffisamment haut. Donc vous avez ici les points où ils ont pris des actions, ici, ça a marché, ici ça a mis un peu de temps, mais vous voyez que ça s'était dégringolé, ils ont réussi à casser la chose. Là pareil, ils ont dit aussi, pareil, on régule énormément la production de pétrole, ça a marché, et là, ça a marché aussi. Parce que là, ce qu'ils voulaient, c'était quand le gaz de schiste américain débarquait, ils ont dit non, nous on ne veut pas de concurrents. Donc ils ont dit on va produire des barils beaucoup plus que d'habitude pour faire chuter le prix du pétrole, pour que les Américains soient en faillite avec leur gaz de schiste et leur pétrole de schiste, et qu'ainsi on n'a plus de concurrents. Sauf qu'ils ont oublié que les Américains ils ont un planche à piller, donc en fait c'est le Venezuela qui a fait faillite. Et ils ont dit on va arrêter. Voilà. Mais cette année-là, je crois que l'Arabie Saoudite ou le Qatar, c'était la première fois où l'État était en déficit. Donc ils ont dit on va ruiner les Américains en produisant du pétrole à fond et en faisant dégringoler le cours. Ça a marché, mais en fait c'est eux qui ont failli être en faillite, et pas les Américains, quoi. C'était un petit passage rigolo de l'OPEP, ils ont dû être malins. Et le Venezuela, enfin c'était rigolo pour plein de gens, mais le Venezuela lui il est passé. Hein. Depuis le Venezuela il ne s'est pas relevé. Donc le côté de dire on joue avec les prix du pétrole, ils savent le faire, mais le Venezuela lui il s'est pas relevé. Donc petite aparté là-dessus. Le monopole, c'est vraiment quelque chose où il faut se méfier que ce soit un monopole d'État ou d'entreprise, il faut se méfier parce que c'est ça qui va en fait nuire à notre avantage par rapport à l'offre et la demande. C'est ça en fait où sur les trucs qui sont contraints, si jamais l'offre n'est pas suffisamment élastique, si quelqu'un contrôle l'offre au point de dire je suis le seul à vendre ce produit et c'est ce prix-là, ben forcément on va payer beaucoup plus cher que d'habitude. Et j'ai mis ici, vous voyez en gris, le monopole de Rockefeller, qui est à mon sens le seul dans l'histoire, peut-être Microsoft un peu. Mais Microsoft c'était un peu borderline, il a quand même fallu faire de la prison lui. Mais Rockefeller c'est sûr, il l'a eu par le business, bravo à lui, mais il fallait le casser parce que c'était malsain après pour l'économie. Et tout le reste du monopole, si on regarde un peu, à chaque fois c'est soit l'État directement, soit c'est du copinage avec l'État. Comme on a vu avec les entreprises de communication, comme on a vu avec les taxis, comme on a vu avec les pharmacies, c'est très simple, ça coûte moins cher d'aller corrompre un fonctionnaire pour qu'il me donne un monopole, plutôt que d'aller faire de la R&D et d'aller se battre avec la concurrence mondiale, quoi. Donc ça, c'est, on va dire, le monopole, c'est ça qui normalement, si on suit le capitalisme, il y a très peu de monopoles. C'est quand même très compliqué d'en avoir un. Et donc il vaut mieux se battre pour ne pas avoir de monopole et faire attention que même l'État n'a pas trop de monopole. Maintenant, on va voir les cas où l'offre et la demande ne marchent pas si bien que ça, et où en fait, c'est un peu les cas limites, où où en gros, on ne peut pas vraiment le mettre dans le marché. Premier cas, le régalien, parce que ça ne fait pas de profit. C'est un truc un peu bête, mais je rappelle que le but d'entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, tous les systèmes qui n'ont pas pour but de faire de l'argent, comme la justice, la police, la prison ou l'armée, c'est difficile de le mettre dans le marché. C'est difficile d'avoir une offre et la demande. Un militaire ne peut pas dire, alors, cette année, on ne peut pas y avoir concurrence entre différents militaires. Donc, il y a quand même tout un tas de cas où c'est très compliqué d'avoir l'offre et la demande et le marché. Et oui, ok, on peut le donner à l'État, mais il faut quand même le surveiller, quoi. C'est pas pour autant qu'on prend plein de fonctionnaires et enfin bref. Il faut quand même un peu réguler. L'autre cas, par exemple, vous voyez, c'est la santé urgente. Imaginons que vous avez un problème, vous avez besoin d'un pompage cardiaque.
et ben l'offre et la demande, ça donne ça. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un pompage cardiaque tout de suite, ben, l'hôpital le plus proche peut vous le donner, il n'y a que lui, vous n'allez pas dire « Ah, je vais voir à Neuchâtel si c'est moins cher. Ah, je vais attendre une semaine, peut-être que le prix va baisser. » Non, il y a des fois, l'offre et la demande, elle est comme ça. Et quand vous avez des problèmes de santé urgentes, c'est compliqué de dire on va laisser le marché s'organiser. C'est ce que font les Américains. Et ce qui fait que les Américains, bah oui, se retrouvent avec un truc qui coûte 100 000 euros d'hospitalisation, quoi. Parce que, bah, à un moment donné, là, il n'y a aucune élasticité sur l'offre et la demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces cas un peu limites? Est-ce qu'on donne à l'État au point que, pareil, il va mal le gérer, ou est-ce qu'on donne au marché et il risque d'en profiter? C'est des cas un peu compliqués. Et là, par exemple, j'ai d'autres exemples aussi un peu sur les cas un peu limites, c'est tout ce qui est réseau et infrastructure. C'est ce qu'on appelle des monopoles naturels, c'est-à-dire il n'y a pas de raison d'avoir 3 autoroutes les unes à côté des autres. Il n'y a pas raison de faire 3 voies de chemin de fer à côté des autres pour avoir de la concurrence. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles. Alors là, j'ai mis des exemples que j'ai parlé précédemment. Monopole d'État des taxis, ça se passe très mal. Public-privé avec Free, ça s'est très bien passé. Si on regarde l'électricité, à un moment donné, EDF, ils avaient le monopole en France. Quand je dis le monopole, c'est pas juste le monopole de la centrale nucléaire jusqu'à votre prise. C'est le monopole de la mine d'uranium en Afrique ou autre jusqu'à votre prise. C'est-à-dire c'était vraiment EDF qui allait chercher l'uranium, qui fabriquait les centrales nucléaires, qui opérait les centrales nucléaires, qui mettait en place le réseau haute tension dans les campagnes, mettait en place le réseau basse tension dans les villes, vous branchez ça dans votre prise et vous facturez ça un par un pour chaque Français. Donc c'était un sacré monopole EDF. Hein. Mais ça marchait bien, c'est-à-dire on avait de l'énergie pas chère et en grande quantité, ça marchait très bien. Et à l'inverse, on a voulu le privatiser. Alors privatiser, on n'est plus sur du copinage entre États, et depuis, notre énergie est moins chère, enfin notre énergie est plus chère, on en a moins. Donc typiquement, EDF, c'était très bien géré quand c'était un monopole d'État, et on a voulu privatiser, plutôt offrir des cadeaux à des copains, et ça se passe très mal. Swissgrid, ça a l'air de bien se passer en Suisse, et c'est un truc public-privé. On a un des clients, mon entreprise qui gère des barrages, et j'ai toujours pas compris le système. C'est des entreprises privées qui détiennent tous des actions des autres, avec une régulation de l'État. Enfin, ça va être un sacré tambouille, l'électricité en Suisse. C'est un mélange public-privé, mais ça a l'air de bien se passer. Les réseaux de transport, vous voyez, de train et un peu de tout. La Suisse, monopole d'État, déjà pareil, ça a l'air d'être d'État, mais un peu avec des partenaires privés. Enfin bon, mais ça se passe bien. L'Italie a privatisé son réseau, ça s'est très bien passé. L'Angleterre a voulu privatiser son réseau, ça s'est très mal passé. La France, on a SNCF qui, quand il n'y a pas grève, ça marche plutôt bien, mais parfois ça nous joue des sales tours quand même. Donc c'est assez compliqué quoi, des réseaux. Moi j'ai mis pareil, j'ai mis autoroute. En Suisse, j'avoue que c'est peut-être le meilleur, 50, 60 francs à l'année, 40 francs à l'année. C'est vraiment pas cher. Je sais pas, la Belgique, je suis y allé de temps en temps. Les autoroutes là-bas, elles sont publiques, elles sont gratuites, certes, mais t'as pas envie d'y aller en fait. C'est dans un très mauvais état. Et en France, c'est assez compliqué. On paye quand même sacrément cher. Ça a été un sacré cadeau donné à des oligarques, mais en attendant, les autoroutes sont parfaites, quoi. Donc elles sont utilisables. C'est le seul transport public qui fonctionne toute l'année en France. Hein. Si vous avez un billet Air France ou un billet SNCF, vous n'êtes pas sûr de partir. Alors qu'au moins les autoroutes, vous savez qu'il n'y aura pas. Donc c'est assez compliqué les autoroutes en France, est-ce que c'est bien ou pas, quoi. Quand il n'y a pas des tracteurs. C'est vrai que maintenant, des gens ont réussi à trouver. Maintenant, des gens ont réussi à trouver le piège de bloquer avec des tracteurs. Donc c'est vrai que même ça, c'est un transport qui ne fonctionne pas toute l'année, quoi, maintenant. Et donc, si on peut résumer, donc Adam Smith était ni socialiste ni capitaliste. On lui donne une casquette capitaliste en disant la main invisible, t'inquiète pas, laisse Davos faire, ça va bien se passer. C'est faux. Lui, il n'avait pas d'opinion. Il a juste trouvé la loi universelle qui est que chacun est guidé par son intérêt, parce qu'il faisait partie de cette mouvance de scientifiques qui, dans son cas, était le comportementaliste, qui cherchait à trouver l'équivalent de la gravité dans l'économie. Et il l'a trouvé. C'est juste que ça ne nous plaît pas. Donc il l'a trouvé. Les gens sont guidés par leur intérêt personnel. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être, je sais pas, vouloir se rapprocher des parents, vouloir travailler moins, ou même vouloir de l'argent pour partir en voyage, pas juste pour le regarder sur un compte. Donc c'est pas forcément quelque chose de. C'est pour ça que c'est compliqué à mettre en équation. C'est parce que c'est pas forcément monétaire, c'est pas forcément chiffrable l'intérêt personnel. Donc ce comportement est souvent bénéfique. On utilise la loi du marché, ça passe bien. Il faut juste s'assurer qu'on n'est pas face à un monopole, parce que là, c'est là où en soi les lois du marché s'appliquent. Mais version monopole, où en gros on prend cher et on a un service déplorable pour un coût qui explose.
Et en fait, ce système, c'est celui qui permet de maximiser l'intérêt de la majorité. C'est-à-dire, un monopole, c'est une personne qui se fait plaisir et et tout le monde n'est pas content. Alors que dans l'offre et la demande, c'est un système réciproque, vous êtes d'accord de donner ce prix pour cette denrée. Et vous avez des concurrents qui peuvent vous donner moins cher. Donc c'est un peu le système qui maximise l'entente entre tout le monde. Une personne est d'accord pour donner à ce prix, une autre personne est d'accord pour vendre ou pour acheter à ce prix. Avec de la concurrence, quoi, bien évidemment. Les services régaliens ainsi que la santé ne peuvent pas être gérés par le marché, ou plutôt, c'est pas aussi simple que ça, et à voir, des fois ça... Enfin, et en gros, il y a tout un tas de cas où effectivement, c'est pas, ça dépend. Soit le marché le fait bien, et il faut le réguler, soit l'État le fait bien, et tant mieux pour l'État, mais il n'y a pas de règle absolue, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'a un peu, on va dire, trouvé Adam Smith, c'est, parce qu'il faut voir que c'était un vrai séisme à l'époque. C'est-à-dire que pendant des millénaires, on a considéré que ce qui était la richesse des nations, c'était l'administration. Donc, plus vous avez une grosse administration, plus votre pays est riche. Et ce qu'a dit Adam Smith, c'est non, la richesse des nations, la richesse produite d'une nation, ne vient pas de ça, elle vient des interactions personnelles entre humains avec l'offre et la demande. C'est ça qui crée de la richesse. Et alors, ici, une petite blague. Donc, généralement, ce qui se cache derrière l'État, c'est souvent l'intérêt d'une minorité contre la majorité. Et c'est un peu ce qu'a trouvé Adam Smith, c'est-à-dire derrière l'administration, c'est des monopoles, et c'est une minorité qui se met bien, et la majorité qui trinque, quoi. Et ici, je vous ai fait, je suis allé chercher des données de l'indice de liberté économique par pays, les points, c'est un pays, et le PIB par habitant rapporté au pouvoir d'achat dans le pays. Alors, la Suisse, vous êtes par ici, donc vous êtes très bien situé. Et ce que vous voyez, c'est qu'enfin, 200 ans après, les dires d'Adam Smith sont vrais. C'est-à-dire que la richesse d'une nation, c'est la liberté économique. C'est la richesse d'une nation est faite des interactions spontanées entre humains avec une offre élastique et une demande élastique au maximum. Et on voit que ça fait, je ne vais pas m'avancer, mais ça a même donné un peu une sorte d'exponentielle, quoi. Donc, enfin, exponentielle, ou au moins, ce n'est pas linéaire. Donc, un peu de liberté économique donne beaucoup plus de PIB par habitant, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans les lois, dans les statistiques. Voilà, c'est fini pour Adam Smith. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Sur Bitcoin, du coup. Sur envie. On parle d'offres et de demande et d'élasticité et tout. Bitcoin, on est à 21 millions maximum avec une divisibilité qui est plus grande. Est-ce qu'on risque d'avoir un squeeze comme un shock supply comme les hôpitaux, ou est-ce que ça risque d'aller à zéro plutôt? C'est possible, hein. Enfin, vu que Bitcoin est une quantité limitée, bah, si à un moment donné tout le monde en veut, et qu'on est de plus en plus, oui, c'est pour ça qu'on hold tous dans cette salle, hein. Après, Non. c'est pas une marchandise, quoi. Après, voilà, le problème, c'est que Bitcoin n'est pas... Enfin, il faut que Bitcoin devienne nécessaire pour que ça arrive à ce squeeze, hein. Si jamais on se dit, ah bah, en fait, non, je vais jamais mettre tant d'argent pour... Enfin, si vraiment l'économie entière tourne à Bitcoin et qu'on a vraiment besoin de Bitcoin absolument pour vivre, oui, il y aura ça pourra partir un Bitcoin pour plusieurs millions. Il faut voir que Bitcoin, c'est un moyen de paiement, une monnaie. Et bah, si ça coûtera beaucoup trop cher pour que le lambda moyen il puisse en avoir même une petite quantité, ça va pas marcher. Typiquement, c'est ce qui se passe avec l'or. C'est-à-dire, l'or, je crois que la quantité mondiale d'or tient dans une piscine olympique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare, l'or. Ce qui fait que l'or est très utilisé dans les gros montants entre pays, mais pour les usages courants, on a préféré le cuivre ou l'argent. C'est juste dans des plus grosses quantités. Parce que s'il fallait faire tourner des baguettes de pain avec des pièces en or, ça serait enfin, 1 gramme d'or, c'est 60 francs. Donc vous voyez un peu s'il fallait payer, enfin... Donc dans l'histoire monétaire, c'est déjà passé, l'or est tellement limité que c'est parfait pour l'épargne, c'est parfait pour les gros montants, parfait pour les grosses transactions. Par contre, pour gérer un pays, une ville et payer des trucs de quelques francs et compagnie, on a préféré utiliser l'argent, le cuivre, quoi. Et aujourd'hui, même le papier. Donc, bon. Puis attends de voir les ETF Bitcoin, hein. Attends de voir quand il y aura plus d'ETF Bitcoin que de Bitcoin. Ils vont trouver une solution à ton problème, la croque, hein. Parce que, oui, là tu dis que donc en fait ça se passe quand le produit est nécessaire en fait.
Mais il y a aussi l'effet désirabilité. D'ailleurs, il y a un effet qui s'appelle l'effet Veblen, Ouais. qui dit qu'en fait, Ouais. plus le prix de quelque chose augmente, plus le désir pour cette chose augmente Ouais. aussi. Et le marketing joue très bien avec ça, Apple avec les iPhones, etc. Tout à fait. Et- Encore une fois, ça se met très mal en équation, tout ce système. Et encore une fois, les gens sont guidés par leur intérêt personnel. Donc, la plupart du temps, c'est vivre. Mais parfois, l'intérêt personnel, c'est se la péter. Donc, cette courbe ici, elle est très schématique et elle fonctionne dans un cadre où les gens sont raisonnés, où il n'y a pas d'effet marketing et compagnie. Mais oui, alors l'effet Veblen, c'est Veblen, c'est ça? Veblen. Veblen, on s'est rendu compte que, alors justement, en fait, c'est ça qui ne marche pas. Ça, je vous rappelle que c'est le consommateur. Plus vous lui proposez une quantité chère, moins il va vouloir de cette quantité. Et bien, l'effet Veblen, c'est l'inverse. C'est-à-dire que parfois en marketing, je crois que c'est arrivé chez Nike, ils n'arrivaient pas à vendre une chaussure à 60 balles. Ils l'ont mis à 200, elle s'est mieux vendue. Ça contredit cette courbe, complètement. C'est pas d'un point de vue humain raisonné, économique, qui fait des choix raisonnés économiques, c'est cette courbe qui est valable et l'effet Veblen montre que on n'est pas toujours raisonné et que des fois, le même produit plus cher se vend mieux, juste par effet. C'est une courbe. Là, c'est une courbe qui est basée sur la raison, tandis que Voilà. là, on est en train de parler de Exactement. quelque chose qui est émotionnel. Exactement. Donc, forcément, C'est il y a un des deux qui ment. C'est pour ça en fait que l'économie ne se met pas en équation. En fait, la théorie d'Adam Smith est vraie. Les gens suivent leur intérêt personnel. Il a juste dit ça, Adam Smith. Et après, quand on essaye de simplifier, on y arrive. C'est pas d'expliquer beaucoup de cas, mais pas toute la psyché humaine, on va dire, quoi. Mais ceux qui achètent des baskets à 200 €, ils suivent leur intérêt personnel pour moi. C'est juste que c'est pas juste faire le meilleur achat au meilleur prix et avoir des chaussures pour marcher. C'est autre chose. Ils veulent un statut social, ils veulent tout ça, quoi. Enfin, il faut voir que ça coûte de l'argent, hein, de le statut social. Rolex, si la montre coûte 10 000 balles, c'est parce qu'ils en ont mis 8 000 en marketing. Pour s'assurer que partout sur Terre, les gens sachent qu'il y a une Rolex et que ça coûte cher. C'est pour ça que quand on achète une Rolex, on achète un bout du marketing Rolex pour s'assurer que tout le monde est au courant qu'on a de l'argent, quoi. Donc même pour moi, le marketing n'est pas forcément une pure perte. C'est juste qu'une partie de l'argent était mis en marketing pour que quelqu'un qui achète une marque avec écrit LV dessus, Louis Vuitton a dépensé beaucoup d'argent pour que tout le monde est au courant que cette marque coûte cher. Et la personne qui achète un Louis Vuitton, il achète pour ce besoin-là, qui est un besoin, je vous l'accorde, qui ne conduit pas au paradis, mais une partie de l'argent est achetée justement pour ça, et il y a bien de l'argent qui a été dépensé pour arriver à cet objectif que tout le monde connaît la marque, quoi. Mais bon, voilà, je vais pas acheter des chaussures Nike 200 €, ou 300 ou 400, je sais pas c'était combien le truc, quoi. Et oui, cette courbe, c'est l'idéal. Faut voir ça comme ça. C'est quand tout le monde est raisonné et parfaitement logique et a bien dormi. C'est un peu ça, quoi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prédire l'économie, quoi. C'est parce que cette courbe n'est pas si précise que ça, quoi.